va remercier en premier lieu les vins d'Alsace qui ont accepté aussi de faire partie de la programmation La Grande Tournée avec A3 Québec. Merci beaucoup. On a avec nous Thierry Fritsch, qui est responsable de contenu, qui est œnologue, qui est chargé de formation et probablement plein d'autres belles choses. À vous adresser un mot de bienvenue. Voilà, Thierry, la parole est à vous. Puis ensuite, Michel va pouvoir commencer la formation après que vous ayez fermé vos caméras. Thierry? Oui, merci Catherine. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien dans ces temps un peu difficiles. Voilà, on voit un peu le bout du tunnel, espérons que ça ira encore mieux par la suite. Je suis très très content d'être là aujourd'hui avec vous, et avec les vins d'Alsace et avec Michel. Je sais qu'il y a plein de belles choses qui ont été dites. Vous allez voir que les vins d'Alsace, ça bouge énormément. Ça a énormément changé. On a une image des vins d'Alsace et vous allez voir qu'avec Michel, on a beaucoup bossé cette semaine et c'était un vrai plaisir de travailler avec elle. Moi, je serai là juste pour écouter, pour voir, pour donner parfois un petit conseil. Mais j'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir, comme j'ai eu du plaisir à travailler avec Michel, pour préparer cette conférence sur les vins d'Alsace. Et je vous donne rendez-vous à la dégustation, parce que voilà, on a quelques vins à déguster, on dégustera avec Michel, comme si on était l'un à côté de l'autre, alors qu'il y a quelques milliers de kilomètres qui nous séparent. Mais c'est la magie de Zoom. Donc, bonne dégustation, bonne conférence, et puis à tout à l'heure. Et je te laisse la parole, Michel. Merci Thierry, merci à A3 Québec. C'est un plaisir d'être ici ce matin. J'ai une place assez particulière dans mon cœur pour l'Alsace parce que, en fait, mon premier job dans un restaurant haut de gamme, c'était en fait le premier, c'était un restaurant français très, très réputé de Vancouver. Qui existe depuis une trentaine d'années et j'étais la première femme à être engagée en tant que sommelière dans ce restaurant et c'est un restaurant alsacien. Donc, toutes les familles à Vancouver, les familles alsaciennes venaient manger au restaurant, ils parlaient dans leur dialecte et ça me... J'étais vraiment imprégnée dans cette culture et ensuite, quand j'ai travaillé pour un caviste, qui était mon premier job c'est moi qui m'occupais de faire tous les contacts avec les producteurs en France. L'Alsace, c'était un de nos portfolios. Donc, toutes les semaines, je parlais à des gens comme Marie-Thérèse de Alberman. On travaillait avec la famille Weinbach. Donc, c'était des moments privilégiés. Donc, et comme Thierry le dit, je pense qu'on a quand même, malgré nous, cette image qui est dans notre tête, qui est un peu figée dans le temps. Et l'Alsace a beaucoup bougé. On demeure avec une certaine tradition, mais à côté de ça, on a quand même quelque chose de très dynamique qui continue à se passer. Et donc, j'espère que ce matin, vous allez repartir avec certaines de ces... je sais qu'il y en a qui ont encore le... Ouais, voilà, j'ai un petit problème avec mon caméra. Ce sera pas long. Alors, je sais que pour les consommateurs, parfois, il y a encore cette idée d'une certaine Alsace. Et j'espère que ce matin, en présentant les vins de l'Alsace, vous allez repartir avec quelques outils pour transmettre cette passion, ce dynamisme que cette région a pour un peu redonner, en fait, la gloire que la région se doit d'avoir auprès des consommateurs. Alors, on a beaucoup parlé, et moi et Thierry, cette semaine, et une des choses que Thierry m'a dit cette semaine, puis j'ai dit c'est tellement vrai, lorsqu'on pense, par exemple, à la Bourgogne, on pense au terroir d'abord. On va penser, si on rêve de grands vins, on va penser au Clos Saint-Jacques, on va penser au Musigny, on va penser Cham-Chambertin. Puis ensuite, on va penser aux familles, on va penser aux marques. Alors que l'Alsace a beaucoup de terroirs qui sont absolument magnifiques, qui sont tous si complexes, une géologie hyper complexe. On ne pense pas au terroir, on pense d'abord aux familles et aux cépages, puis peut-être au terroir si on a la chance de travailler avec ses producteurs. Mais c'est une identité qui unit tout ça, en fait, qui unit terroir, famille, un savoir-faire, une expertise. Donc, on va aller explorer ça ici. Évidemment, pour comprendre une région, toujours important de regarder où elle est située.
une situation géographique assez unique et particulière. Hein, si on regarde, là, on est entre 47,5 latitude nord et 49 degrés latitude nord. Donc, ça veut dire on est plus au nord de la région, mais la magie de ça, c'est qu'on a les montagnes Vosges. Hein? Et donc, les Vosges, qu'est-ce qui arrive? Si, par exemple, vous voyez ma flèche, là, disons qu'ici, c'est l'Atlantique, les vents traversent le pays, hein, traversent la France. Et lorsque ces vents arrivent à l'ouest des Vosges, ils accumulent de l'humidité et forment des nuages. Et la pluie tombe, mais la pluie tombe du côté ouest des Vosges, alors que les vignes sont plantées du côté est. Donc, les Vosges créent une barrière et donc, on a seulement 500 millilitres de pluie par année. Donc, très peu. C'est une des régions les plus ensoleillées de la France. Donc, beaucoup, beaucoup de soleil. Quand même au nord, donc on a une belle fraîcheur aussi, hein, les nuits qui sont fraîches. Les étés sont chauds, mais la magie, c'est qu'on a vraiment un automne qui est assez long, qui nous permet d'avoir beaucoup de cépages qui vont être vendangés à des moments différents. On va avoir des automnes aussi qui parfois qui sont un peu humides. On a la rivière qui est au bas des montagnes, donc qui nous donne les conditions parfaites pour avoir pour des vendanges tardives, aussi faire des vendanges de raisins qui ont été attaqués par la pourriture noble. Donc, on a des grands vins liquoreux. Donc, on a vraiment cette diversité de cépages et de vins aussi. Ensuite, une géologie hyper complexe. Et c'est intéressant de regarder, hein, si on voit, on a 3812 producteurs, mais seulement que 850 en mettent en marché. Ça veut dire qu'évidemment, les caves coopératives sont très importantes. Donc, on va avoir, ils font un rôle qui est très, très important dans la région. Pour se mettre un peu à jour dans la production, on va regarder tout à l'heure l'échelle des appellations pour se remettre, pour se rappeler. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le savent déjà, mais hein, 90% de blanc. Et on a une diversité dans les cépages. On a des bulles qui sont très, très importantes pour la production. Hein, si on regarde, là, 36% de la production, 26%, pardon, ce sont des bulles. Donc, grosse production. L'Alsace, évidemment, comme dans n'importe quelle région, hein, la crème de la crème, les grands crus, c'est toujours une petite production ici pour 4% de la production. Intéressant de regarder les cépages aussi. Je voudrais attirer votre attention sur le pinot noir. Moi, je me souviens, à une époque, à la fin des années 90, goûter les pinots noirs de l'Alsace. Je continuais à les goûter, mais c'était des vins, pour moi, on les maîtrisait pas bien. Parfois, on n'arrivait pas à maturité. On maîtrisait pas bien la vinification. On n'avait pas tout à fait compris ce cépage dans la région. Aujourd'hui, on fait de pinots noirs qui sont absolument, absolument magnifiques. On en voit un, entre autres, on va en goûter un ce matin. Et on en voit un qui est un grand cru dans notre marché régulièrement, qui est du domaine Alberman. Donc, je vous invite, même si ça représente 11%, ce pourcentage continue de monter et la qualité continue de monter énormément. Évidemment, le Riesling, hein, qui est un peu le cépage roi, si je peux me permettre de le dire, le Pinot Blanc, qui est quand même le plus important, puis qu'on va retrouver beaucoup, beaucoup derrière les créments d'Alsace. Alors, la commercialisation en 2019. Hein? Donc, voilà. Crément. Alors, j'aime, parce que le mot terroir, c'est un mot qu'on surutilise, à mon avis, sans toujours le comprendre complètement. Et j'aime beaucoup le dernier point ici, parce on pense de terroir, on parle de terre, on pense à parcelle, on pense à sol, mais pour moi, la notion de terroir inclut l'humain. Hein, c'est hyper important, et je trouve que l'humain, l'Alsace, c'est un endroit, même les plus grosses compagnies, c'est souvent des familles qui sont derrière, et l'humain est vraiment au premier plan. Lorsqu'on découvre les personnages de l'Alsace, c'est des gens qui ont toute une histoire, qui ont
qui ont chacun leur vision, des visions qui sont différentes. Donc, évidemment, qui vont avoir un impact sur le vin au final, parce que la vision, c'est comme un peintre. On a une toile blanche. Après, quelle couleur on met sur la toile blanche? Donc, c'est inspiré de l'être. Donc, on a des vignerons assez exceptionnels qui font partie du terroir. Et là, ça reflète un petit peu ce que je viens de vous dire. On voit ici les Vosges, vous voyez bien, la pluie qui tombe. Et nous, on retrouve les vignes qui sont plantées sur les coteaux. Et les vignes qui vont se situer entre 175 mètres et 550 mètres d'altitude. Évidemment, même si on a beaucoup de soleil, on va avoir besoin du maximum d'ensoleillement pour arriver à maturité. Donc, les meilleures parcelles vont être très escarpées, vont faire une exposition au sud, sud-est, sud-ouest, donc pour justement aider les raisins à maturité à l'automne. On a le Rhin évidemment qui a une fonction multiple, à la fois qui va... le gel peut être un problème parfois, donc évidemment le mouvement de la rivière va nous aider. Ensuite, évidemment, important pour la pourriture noble, créer une certaine humidité. Puis, on va avoir aussi un reflet du soleil de la rivière aux vignes. Les plus grands vignobles vont être situés sur les coteaux escarpés, où est-ce que les sols sont plus pauvres. On va voir les sols tout à l'heure. Donc, où est-ce que les sols sont plus pauvres. Et dans les plaines, on va avoir surtout plus des vins d'entrée de gamme qui sont plus des vins de cépage, peut-être moins des vins de terroir, mais qui produisent tout de même des vins qui offrent un bon rapport qualité-prix et qui mettent de l'avant surtout la typicité des cépages. Et ça, c'est super important, la maturité lente. Et qu'est-ce qui permet ça? C'est vraiment cet automne long qui nous permet de laisser les raisins longtemps sur la vigne. Et plus on a une maturité lente, plus on va développer une complexité et une maturité phénolique aussi, qui est très, très importante. Mais parce qu'on est au nord et qu'on a aussi des nuits fraîches, on va préserver la fraîcheur. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'Alsace. On a une accumulation de sucre dans les raisins qui va nous donner de la matière, qui va nous donner du corps. On va avoir la maturité lente qui va nous donner une maturité phénolique, une complexité, mais toujours en gardant cette acidité qui vient équilibrer justement cette matière qu'on retrouve dans les vins de l'Alsace. Et ça, c'est la magie et la beauté des vins de l'Alsace. Ça, je veux vraiment vous inciter à aller sur le site des vins d'Alsace. Il y a des cartes qui expliquent très, très bien toute la nuance des terroirs, la géologie. Vous savez, lorsqu'on est étudiant de vin et on l'est éternellement, moi, quand je viens en Bourgogne, par exemple, j'ai la Bible des terroirs de Bourgogne et même après 20 ans d'études, je reprends mon livre, je regarde les terroirs, c'est complexe. Et je me dis pourquoi les gens ne le font pas autant, et là je parle de nous, pas les gens de l'Alsace évidemment, mais les sommeliers, les agents, on se doit de faire le même travail avec l'Alsace. La géologie est hyper, hyper complexe. Il y a plein d'expositions, plein de types de sols. On va voir les cépages tout à l'heure, il y a beaucoup de cépages. Donc, chacun des cépages s'exprime d'une façon unique et différente selon le terroir. Alors, on se doit, c'est notre devoir de vraiment explorer et de comprendre cette géologie qui est très, très complexe et qui s'exprime dans le verre. Et ça, c'est encore là, on parle de vin de terroir. J'aime beaucoup ce petit dessin qui explique un peu, on aurait pu parler de terroir pendant des jours et des jours, on a qu'une heure ensemble, mais donc c'est un peu simple comme explication, mais vous voyez très bien là, la formation géologique de la région. On a la forêt noire, on en a parlé la semaine passée, on voit l'extension en Allemagne, mais nous ici, on a les Vosges, on a les plaines, puis on va avoir ici, généralement, lorsqu'on se retrouve sur les plaines, les sols, on a plus d'alluvions, donc c'est des sols beaucoup plus fertiles. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver ce qu'on dit plus en des vins de cépage, donc on exprime moins un terroir, on va exprimer plus le cépage qui va être de l'avant, alors que lorsqu'on retrouve sur les coteaux escarpés, on va avoir beaucoup plus de types de sols, et là, on les voit ici,
le cépage, le rôle du cépage devient le transmetteur des terroirs. Hein? Je compare à la Bourgogne parce qu'on parle souvent de terroir en Bourgogne, puis on en parle moins en Alsace et pas assez. Mais on va voir plein de cépages. On va voir le pinot gris, le muscat, le riesling, le sylvaner. Oui, ils ont tous leurs particularités, mais au final, si le vin est bien fait, qu'on déguste le vin, dans le verre, on va avoir cette expression de ce terroir. Et un riesling qui se retrouve sur une parcelle calcaire va avoir une expression complètement différente que si on le retrouve sur du schiste, par exemple, ou du granit. Et ça, c'est fascinant. Si vous dégustez d'un producteur qui a la chance de vous expliquer et de faire goûter la différence du même cépage sur un terroir différent, on comprend à quel point, oui, il y a le Riesling, mais au-delà de ça, il y a le terroir qui s'exprime. Ça, j'aime beaucoup aussi cette carte. Encore là, on pourrait la décortiquer, là. Mais vous voyez tout. Hein, c'est hyper complexe. Donc, vous voyez l'affaissement qui a eu lieu là, dans des millions d'années. Et là, on voit que ça crée beaucoup de fractures et ce qui crée la géologie hyper complexe de l'Alsace. Donc, on va parler de biodiversité végétale, hyper complexe. Imaginez qu'on a vu le nombre de viticulteurs. Hein? Ça veut dire que le nombre de viticulteurs et le nombre de gens qui le mettent en marché. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là... Allô? Il y a une question? Oui, je t'informe. Oui? Il y a un micro qui est allumé, je crois. Ça va? OK. Alors, il y a 7 cépages principaux, une biodiversité. Alors, ce que je disais, c'est qu'imaginez au moment des vendanges. Vous avez un long automne, vous êtes un producteur qui a plusieurs cépages. Donc, vous avez à la fois du pinot blanc, du sylvaner, du muscat, ainsi de suite. Et ces cépages vont venir à maturité à un moment différent. Et souvent, vous êtes propriétaire de petites parcelles. Donc, la logistique au moment de la vinification, c'est énorme. Hein? C'est beaucoup de travail. En bas, ici, on voit le but, hein, c'est de trouver la meilleure affinité entre cépages et terroirs. Parce que, 1, on a beaucoup de cépages. 2, la formation géologique est hyper complexe. Donc, c'est cette quête éternelle de dire quel cépage s'épanouit sur quel type de terroir, ou le mieux. Parfois, c'est aussi une question de goût. On va retrouver des différentes philosophies entre les producteurs. Certains vont préférer le Riesling sur un certain type de terroir plus que d'autres. Ici, on retrouve nos cépages. Et j'aime beaucoup ici parce qu'on voit, on passe des vins qui sont plus sur la fraîcheur et d'autres qui sont plus sur la matière. Lorsqu'on arrive au Gewürztraminer, au pinot gris, on pense à des vins qui sont beaucoup plus charnus, beaucoup plus ronds, avec beaucoup plus de matière. Alors que lorsqu'on pense au sylvaner, on va penser, ou même au pinot blanc, on est plus sur la fraîcheur. Tu avais quelque chose à dire, Thierry? Oui, juste une petite chose, c'est cette diapositive montre aussi qu'on couvre en fait tous les besoins en termes de vin blanc. Oui. Dans une toute petite région comme l'Alsace, tu trouves demande-moi un vin blanc, je vais te le trouver en Alsace. Voilà, porté sur la matière, sur l'équilibre, sur la fraîcheur, etc. Et même il manque juste un axe sur cette diapositive, mais on ne peut pas travailler en 3D. C'est l'axe des arômes. Oui. Tu auras un axe des arômes qui viendrait vers toi. Tu auras le Gewürz, c'est le muscat qui serait devant. Voilà, il n'y a aucune autre région qui est capable d'offrir cette gamme. Voilà, c'est juste ce que je voulais te dire. Oui, absolument, absolument. Merci. Alors, si on regarde, désolée, j'ai voilà. Le sylvaner, Thierry, j'ai une question pour toi. Est-ce que, je sais que par exemple en Allemagne, les jeunes générations remettent de l'avant le sylvaner. Est-ce que ça se passe un peu en Alsace aussi? Oui, tu trouveras toujours des exceptions, des jeunes qui veulent remettre ou des gens qui veulent remettre au goût du jour le sylvaner. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est un cépage qui est complètement perte de vitesse. Oui. Il souffre un peu de sa simplicité, si tu veux, oui. et de son manque de rentabilité.
Juste pour vous donner un chiffre, il y a encore 30 ans, 40 ans, je sais pas, ou 50 ans, je ne sais pas, je représentais plus de 25% de l'encépagement en Alsace. Actuellement, on est à 7,2, mais on est même à moins. On doit être à moins de 7%. Voilà. C'est dommage parce que le sylvaner a vraiment sa place dans sa gamme. Moi, c'est un cépage que j'apprécie beaucoup, Moi aussi. plutôt pour des plats simples. Voilà, on ne va pas partir sur la complexité, mais c'est vraiment un vin qui a sa place dans la gamme. Il ne faut pas l'oublier. Non, et c'est pour ça que je pose la question, en fait, parce que je sais que la plantation était beaucoup plus élevée avant et je sais que, bon, c'est quand même difficile dans les vignes parce que ça mûrit tardivement. Donc, les gens, souvent, vont se concentrer plus sur le Riesling qui mûrit aussi tardivement. Puis bon, mais moi, c'est un cépage que j'aime beaucoup. Il y a quelques producteurs qui se sont fait le change, je pense. Il y en a un, pour ne pas le nommer, Albert Sels. Voilà. Il a trouvé aussi cette lettre de noblesse sur le Totzenberg, parce qu'en 2005, ce cépage a eu l'autorisation d'être intégré à la famille des grands crus. Voilà, il a rejoint la famille des cépages nobles, entre guillemets, juste sur ce lieu-dit. Et c'est top, parce que vraiment, on est sur un terroir qui transcende le sylvaner, ou le sylvaner transcende le cépage, le terroir, comme tu veux. Mais voilà, ne l'oubliez pas. Mais moi aussi, alors, ce que je voulais. Merci Thierry, parce que moi aussi, je suis fan du sylvaner. Il ne faut pas l'oublier. Alors, chers agents, si vous avez des producteurs qui en font, amenez-les, parce que c'est toujours un peu difficile d'en trouver à la SAQ. J'ai acheté une bouteille il y a 2 jours, parce que là, on a ceux du domaine Weinbach qui vient d'arriver, le sylvaner qui est magnifique, donc un cépage à découvrir qui a été délaissé trop à mon goût. Et comme le Thierry le disait si bien, c'est quelque chose qui est quand même assez simple, mais sur les bons terroirs, on va transcender, justement, on va avoir l'expression du terroir. Et il y a un côté plus discret, mais qui est désaltérant. Et donc, avec les plats, on peut, les poissons blancs, les coquillages, les salades, l'été arrive, c'est quelque chose qui est très, très versatile et très, très agréable à la table. Donc, je vous invite à le découvrir. Le Pinot Blanc, on met Pinot Blanc Auxerrois à côté parce qu'ils sont souvent en assemblage. Le Pinot Blanc, c'est un cépage aussi que moi j'aime beaucoup. En Alsace, on le retrouve souvent, c'est souvent la base de beaucoup de créments d'Alsace, qui va être aussi en assemblage avec l'Auxerrois. Ils ont le droit d'être en assemblage les deux. Souvent, on va écrire sur l'étiquette Pinot Blanc, alors qu'il y a quand même de l'Auxerrois à l'intérieur. Hein. C'est 2 cépages assez neutres. Par contre, le Pinot Blanc va donner en général plus d'acidité, alors que l'Auxerrois va donner plus de corps, plus d'alcool. Donc, ils sont assez neutres les deux, mais se complémentent lorsqu'ils sont en assemblage. Le Pinot Blanc, si on le compare à d'autres cépages aromatiques, comme le Pinot Blanc, comme le Pinot Gris, évidemment, il n'est pas aussi aromatique, il est plus discret. Il est aussi très versatile pour ça, parce qu'on va voir lorsqu'on arrive dans des Gewürztraminer, dans des Riesling, dans des Pinot Gris, c'est des vins qui ont une personnalité beaucoup plus forte, alors que Pinot Blanc, il est plus en retrait, plus discret, encore là, très versatile, et donc, avec les plats, on peut le retrouver autant avec les légumes, avec la volaille, avec les fromages, pour l'apéritif, au brunch avec une quiche. Donc, pour moi, le Pinot Blanc, c'est un peu le passe-partout de l'Alsace. Dans le bon sens, c'est un vin qu'on peut boire à toute heure, un peu avec toutes les occasions, parce qu'il est très, très versatile. On arrive au Riesling, évidemment, qui pour moi est un peu le cépage roi de la région, un grand, grand cépage qui couvre 21,8% de la surface. Et là, vous voyez, on met en haut les sols favorables. J'adore déguster avec les producteurs de l'Alsace et leur demander si vous avez la chance de déguster le Riesling d'un même producteur. Puis là, on compare différents sites, différentes parcelles, différents sols et l'expression. J'ai un de mes bons amis, peut-être que vous le connaissez bien, il s'appelle Pedro Parra, qui n'est pas du tout alsacien, mais en fait, il travaille partout dans le monde sur les terroirs et en fait, lorsque je déguste avec lui, il me demande toujours, OK, à l'aveugle, il ne veut pas que je dise le cépage, il veut que je lui dise le type de sol. Est-ce qu'on est sur du granit? Est-ce qu'on est du calcaire? Est-ce qu'on est sur... donc, les formes, hein, il y a des formes qui sont différentes et on ne pense pas au cépage, on pense vraiment au sol d'abord.
Et je trouve que le Riesling est le candidat idéal justement pour transmettre la particularité de ces terroirs. Donc, quelque chose sur l'argile, et Thierry, tu peux me corriger si tu n'es pas d'accord, mais pour moi, les Riesling sur l'argile, ils ont généralement un petit peu plus, par exemple, d'amplitude. Alors que le calcaire, on va être plus délicat, plus sur la finesse. Donc, chacune des expressions est aussi intéressante, c'est juste différent. Et c'est un cépage qui est tardif, donc on va avoir les nuits fraîches qui va préserver l'acidité, hein, mais on va avoir aussi une maturité tardive, ce qui nous permet d'avoir, on va retrouver le Riesling autant en vin de table qu'on peut le retrouver en vendange tardive ou en vin liquoreux. Donc, on le retrouve un peu à toutes les saveurs, si vous voulez. Et un grand vin de garde. Hein, vraiment, si vous avez la chance d'acheter des lieux-dits, des grands crus, les mettre dans sa cave et les ouvrir 10-20 ans plus tard, c'est toujours un bonheur. Et ce terroir dont je vous parle, il s'exprime surtout encore plus avec les années. C'est fascinant lorsqu'on déguste un Riesling après 10, 15, 20 ans. C'est vraiment là qu'on reçoit l'identité du terroir lorsqu'on goûte. Et là, évidemment, 10% des Riesling du monde, donc c'est une région hyper importante. Hein, Et à la table, je pense que vous êtes des agents, vous êtes sur la route, vous parlez à des sommeliers. Les sommeliers sont très sensibles à la gastronomie. Et lorsque vous parlez aux consommateurs, je pense qu'il y a une éducation à faire chez les consommateurs parce que on voit une bouteille qui est allongée, on a une idée en tête que c'est des vins qui sont aromatiques, qui sont sucrés, ce qui n'est pas vrai nécessairement. Et les gens, souvent, lorsqu'on arrive dans les vins aromatiques, que ce soit du Riesling, du Pinot Gris d'Alsace ou du Gewürztraminer, les gens ne savent pas comment déguster ces vins. Le consommateur ne sait pas avec quoi manger ces vins. Même ma mère, qui est adorable, qui est pas dans le vin, mais qui achète plein de vins, lorsque j'arrive chez elle avec une bouteille de Riesling de l'Alsace, elle va me dire « Oh non, non, j'aime pas les vins sucrés. » Je dis « Maman, non, non, c'est pas forcément sucré. » Et puis après, s'il y a un peu de sucre résiduel, il faut l'accompagner. Donc, il faut savoir comment communiquer ces vins-là aux consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore dans le marché. Je pense que c'est un peu de notre responsabilité. Et de passer par la gastronomie aide évidemment tous les poissons, les crustacés, mais les viandes blanches. Si on a une viande avec une sauce blanche, si on a un poisson avec du beurre, quelque chose de plus riche, hein, l'acidité tranchante du Riesling vient nous donner une pause entre les bouchées, puis la bonne matière peut venir soutenir justement autant la viande que le poisson. Donc, amusez-vous, les sushis. Toute la cuisine asiatique. Moi, j'ai eu la chance d'habiter sur la côte ouest pendant 20 ans. Même dans les restaurants français, à Vancouver, ils ont cette tendance asiatique. Et que ce soit dans la cuisine chinoise, coréenne, et on commence à avoir de plus en plus de ces influences aussi au Québec. Les ramen, on peut faire beaucoup de choses avec les Riesling. Donc, fromage de chèvre, évidemment, les fromages fondus au fromage aussi. On pourrait en parler pendant très longtemps. Le muscat, un cépage qui, pour moi, à mon sens, dans notre marché, on n'en voit pas assez souvent. Quand j'enseigne, je donne les cours du W7 et souvent, je veux en servir, j'en trouve pas dans notre marché. Alors là, je fais encore là un appel aux agents. S'il vous plaît, si vous travaillez avec un domaine qui fait du muscat, les muscats de l'Alsace, ce sont des vins qui sont magnifiques. Et j'adore particulièrement les muscats qui sont secs. Il y a une bonne acidité. J'adore la légère amertume qui est en fin de bouche parce que ça, à la table, on peut faire des accords qui sont absolument magnifiques. On a deux types de muscat en Alsace. On appelle le muscat d'Alsace qui est aussi connu sous le nom de muscat à petits grains et le muscat otonnel. Sont souvent ensemble, hein, sont souvent en assemblage et on retrouve... J'adore les muscats en apéritif. Puis là,
j'aime beaucoup parce que ça, c'est l'Alsace qui recommande, en fait, avec les asperges. On a au Québec des asperges qui sont magnifiques. On n'a pas les asperges blanches, mais c'est le temps des asperges maintenant. Je vous encourage à essayer de trouver un muscat sec. Essayez cet accord. Muscat, asperge, magnifique encore là. Lorsqu'on va retrouver une vie normale et que les restaurants seront ouverts, c'est toujours... les sommeliers, au final, souvent, c'est le communicateur entre vous et le consommateur. Et une fois que le consommateur a dégusté quelque chose au verre, un accord, a tendance à le refaire chez lui. Donc, au printemps, lorsque les asperges arrivent, vous pouvez vraiment vous amuser avec des programmes au verre pour faire découvrir le muscat sec qui est aromatique, mais mon Dieu, ô combien agréable à la table. Ensuite, on arrive avec notre pinot. Désolée, parfois, je ne sais pas pourquoi, mon écran disparaît. J'ai un petit problème technique. Je reviens. Désolée, je ne vois plus de ce que je vais partir. Oups. Le pinot gris. Encore là, je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire parce que nous, on sait très bien que le pinot gris d'Alsace n'a rien à voir avec le pinot grigio. Le consommateur ne le sait pas toujours. Hein? Pour moi, le pinot gris arrive à son épanouissement en Alsace. Hein? C'est là qu'il prend tout son sens parce que pour s'épanouir, on a besoin de cette maturité lente. On a besoin d'accumuler assez de maturité phénolique, maturité dans le raisin. Et là, ça donne un vin qui a de la matière, qui a une belle rondeur, qui est semi-aromatique et qui est hyper versatile à la table. Encore là, on retrouve, on dit, des arômes de champignons, d'abricots. Moi, j'ai beaucoup d'arômes de poire aussi avec le pinot gris. Mais il y a du gras, il y a de la rondeur. Et ça, c'est magique. Encore là, c'est un vin pour moi de gastronomie. Autant tout à l'heure, on parlait, le pinot blanc, c'est un peu le passe-partout. Oui, ça peut être la gastronomie qui se boit à l'apéro, qui se boit seul. Pour moi, le pinot gris a besoin d'être servi à la table. Le foie gras, si vous l'avez en vendange tardive, pinot gris, vendange tardive, et foie gras, c'est absolument magnifique. Et le gibier, hein, pensez au gibier, les viandes. J'ai même fait une recette, le canard de Pékin, une recette que je fais et je le sers avec un pinot gris d'Alsace. C'est absolument, absolument magnifique. Les risottos, si vous avez des risottos aux champignons, avec des pétoncles. Et là, bon, l'Alsace, Thierry m'avait mis un petit peu de fromage français, mais j'ai mis ma petite twist québécoise. Aussi délicieux avec nos fromages du Québec. Je pense au Louis d'Or, je pense au Alfred le fermier, hein, des fromages qu'on voit d'ici, là, on peut retourner facilement. On peut servir pendant le repas, mais à la fin du repas avec un plateau de fromage. Le Gewürztraminer. Un cépage qui, à mon sens, a besoin d'amour. Thierry, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si à l'expert, c'est plus difficile, mais c'est un cépage qui a une forte personnalité. Donc, il faut vraiment savoir comment le présenter. C'est un cépage qui est absolument... moi, je tombe en amour avec le Gewürztraminer qui les arômes prononcés, le litchi, le fruit de la passion, des arômes très exotiques, des épices, qui a beaucoup de matière, un corps qui est charpenté, une acidité qui est plus faible. On a généralement aussi un taux d'alcool un peu plus élevé. Et donc, la cuisine chinoise, vraiment magnifique. Faites juste attention avec la cuisine indienne. Si c'est très, très épicé, piquant. Le Gewürztraminer en Alsace a tendance à avoir un alcool un peu plus élevé. Donc, si vous avez quelque chose de très, très, très piquant, là, piquant au sens, ça brûle dans la bouche, il faut faire attention. Mais par contre, si on a des plats thaï, des plats indiens qui est épicé, mais moins piquant, c'est de la magie. Et la cuisine chinoise, pour avoir habité dans l'Ouest, encore là, j'ai fait des accords qui sont absolument magnifiques. Le dim sum,
Encore là, le canard de Pékin, si vous voulez, les gens redécouvrent la cuisine, les gens redécouvrent cuisiner à la maison, les gens prennent le temps en ce moment de cuisiner des trucs qui prennent plus de temps. La cuisine asiatique, c'est vraiment absolument magique. Et les fromages plus forts. Donc, évidemment, le classique, c'est le Munster, mais les fromages à pâte lavée plus forts, absolument magnifiques. Les desserts, on retrouve des vins liquoreux dans la région. Toutes les tartes aux fruits, hein, on pense les tartes à thym, mais les tartes aux abricots, toutes les tartes aux fruits, absolument, absolument magnifiques. Les fromages aussi, les fromages, le Roquefort, si on a un vin qui est plus liquoreux, avec le Roquefort et le Gewürztraminer, absolument magnifique. Thierry, pour l'apéritif, avec quoi vous le mangez en Alsace si vous prenez le Gewürztraminer, par exemple, à l'apéro? Je suis pas partisan, moi. Dans certains restaurants, tu sais, on nous propose parfois des vendanges tardives, des gewürztraminer vendanges tardives à l'apéritif. Je trouve ça un peu dommage parce que si tu veux, ça te sature tout de suite ton palais. Hein, c'est tellement généreux, c'est tellement, voilà, il y a une telle générosité dans le vin que ça va te saturer le palais. Donc, si tu imagines, on parlait du sylvaner tout à l'heure, si on repart sur un sylvaner pour l'entrée, bah, pauvre sylvaner, autant boire de l'eau parce que ton palais va être complètement saturé. Donc, le gewürztraminer, on évite de les prendre à l'apéritif. C'est aussi un vin qu'on va déguster avec nos fameux gâteaux, le Kuglopf, notre brioche à 4 heures. C'est un vin, effectivement, pour le Munster, ça bien entendu. Tu parlais tout à l'heure de la cuisine asiatique, des cuisines épicées. Alors, c'est vrai que pour nous, palais européens ou occidentaux, on va dire, c'est un vin qui est top pour ce type de cuisine. J'ai traîné pas mal mes guêtres en Asie pendant pas mal d'années. La cuisine séchuanaise qui peut être assez pimentée avec un gewürz, c'est top parce que le gewürz, si tu veux, comme tu l'as bien précisément, il va t'envelopper, tu vois, c'est comme une caresse qui va t'assagir en fait tous les plats et c'est vrai, il va pas supplanter le plat, mais il va les slow down, tu vois, les épices, ça va vraiment les assagir. Cuisine thaï, indienne, ouais, tu l'as mentionné. Après, tu vas trouver aussi, et je sais que vous en avez au Québec, des gewürztraminer qui sont plus secs. Et moi, petit truc, moi, avec un gewürztraminer sec avec une tarte à la tomate, tu vois, j'ai jamais essayé. Mais ouais, pâte feuilletée, tu mets de la moutarde forte, hein, moutarde forte et des tomates slicées, juste ce qu'il faut d'anchois, quelques olives, un peu un peu comme une pizza si tu veux, mais c'est vraiment quelque chose de très fin et tu manges ça avec un gewürz sec ou un jambon de Serrano très sec. Waouh, c'est top, c'est top. Voilà. Mais il y a le gewürztraminer, tu aimes ou tu n'aimes pas, mais il y a plein d'univers pour le découvrir. Oui, mais je pense, je voulais insister là-dessus avec ce cépage-là parce que moi, même quand j'enseigne à des agents, à des sommeliers, la question, c'est toujours avec quoi on sert ça. Ouais. Et donc, je crois que c'est vraiment la clé pour remettre ce cépage de l'avant et pour le communiquer parce que les gens ne savent pas avec quoi manger le Gewürztraminer. Tu parlais tout à l'heure de Marie-Thérèse Barthelmé là, du domaine Alberman qui a une recette de gambas au pili-pili, au safran, au paprika, pardon. Oui. Voilà, je ne sais pas si tu l'as vu sur YouTube dernièrement, sur Instagram, avec, qu'est-ce qu'elle avait encore dedans? Pili-pili, ail et piment d'Espelette, etc. Et un gewürztraminer Steingrübler, mais c'est magnifique. Oui, je dirais le homard. En ce moment, c'est la saison du homard au Québec. Voilà. Et le homard, et si vous faites un beurre de safran, donc vous faites un beurre de safran pour aller avec le homard, c'est parfait. Bon. Parfait. Donc, voilà. Donc, vous avez plein d'idées, chers agents, pour communiquer le Gewürztraminer. Le pinot noir d'Alsace, j'espère que je n'ai pas offusqué tout à l'heure, Thierry, quand je disais que dans les années 90, pour moi, c'est un cépage qui m'excitait moins dans la région parce qu'on trouvait moins d'exemples de pinot noir qui brillaient. On était toujours un peu déçus. Pour les amoureux de pinot comme moi, on était toujours un peu sur notre faim. Et là, wow! Depuis 10 ans, je découvre un nouveau pinot. On a compris, on a maîtrisé les méthodes de vinification. Je ne sais pas si les changements climatiques contribuent à arriver aussi plus à maturité, peut-être pas, mais certainement une maîtrise de la vinification, une compréhension, ce qui fait en sorte qu'on retrouve de magnifiques pinots qui ont leur expression bien unique à la région, mais qui ont quand même
une influence, je trouve, bourguignonne dans la méthode de vinification. Celui qu'on va goûter au final aujourd'hui est vendange entière à 90%. Donc, on retrouve cette influence bourguignonne dans la vinification, mais qui exprime un terroir qui est très unique à l'Alsace. Alors, tu sais quoi, on pourrait faire une conférence. Désolé pour tous les participants, mais vous m'avez proposé de faire une conférence la semaine prochaine sur le Pinot Noir. Pourquoi pas? On peut en faire une. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de rester très simple et très synthétique. J'y arrive parfois. Tu as tout à fait raison qu'il y a eu un renouveau sur le Pinot Noir. Et que les gens, même si je travaille pour le CIVA, je représente tout le monde, je dois avouer que, allez, il y a encore 30 ans, les gens vinifiaient le Pinot Noir comme ils vinifiaient le vin blanc. C'est ça. Il n'y a pas trop de différence. Oui. Il savait que quand il y avait, moi, mes premières vendanges, c'était en 89 en Alsace, donc il y a 31 ans. Et à l'époque, c'était un millésime très chaud et on savait qu'il fallait faire une grosse macération, qu'il fallait faire beaucoup d'extraction, qu'il fallait le vieillir en fût de chêne neuf avec des fûts très toastés, etc. C'est du jus de chêne. Et là, on a compris avec la nouvelle génération, avec des gens qui ont voyagé, des jeunes qui étaient en Bourgogne, qui ont fait leurs études en Bourgogne, qui se sont rendus compte que le Pinot Noir, c'est la finesse par excellence. Et donc, il faut avoir une maturité, il faut avoir un terroir argilo-calcaire, il faut avoir des raisins qui sont sains, il faut avoir une petite production, un petit volume, 30-35 hectolitres à l'hectare. Et on revient sur des fûts qui sont juste toastés ce qu'il faut, avec des chauffes très légères pour respecter le fruit. Parce que le Pinot Noir ne souffre pas de médiocrité. Et c'est vrai qu'on a eu ce renouveau depuis, je dirais, peut-être 15 ans en Alsace. Et à un tel point, je terminerai par ça, qu'il y a 3 lieux-dits qui demandent à pouvoir intégrer le Pinot Noir en grand cru. Donc, le Kirchberg de Bar, j'hésite, le Forbourg et le Engst. Le Engst. Voilà, et le Engst, on le voit dans le marché. On parle d'Alberman parce qu'on voit le Hench en importation privée dans le marché ici au Québec. Le Grand Tache. Le Pinot Noir Grand Tache. Oui, c'est ça. Oui. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y a eu un renouveau énorme. Mais voilà, et on est à des rapports qualité-prix. J'adore mes amis bourguignons, hein, mais tu as volé ma parole. Tu as volé ma parole parce que pour nous qui sommes amoureux de la Bourgogne, et je le suis, c'est très difficile de trouver des bons rapports qualité-prix aujourd'hui. Hein. Donc, les gens, il ne faut pas abandonner le Pinot, il faut juste trouver ailleurs. Et wow, l'Alsace, en ce moment, vraiment, on peut trouver des bijoux. Et ce serait curieux de refaire cette présentation dans 10 ans et de voir la surface. Moi, je suis curieuse de voir avec les années. Là, on est à 10,1% de la surface. Je serais curieuse de refaire ça dans 10 ans et de voir si le pourcentage de Pinot a augmenté. D'après toi, est-ce que ça va continuer à augmenter? Il va augmenter. Il y a différentes raisons. Il y a le réchauffement climatique, tu en as parlé tout à l'heure, bien sûr, ça va avoir un effet. Je le vis, hein, en 30 ans, on a avancé les vendanges d'un mois. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il y a ce besoin aussi. Et on a des vins qui sont tendance, si tu veux, des vins qui. Les gens n'ont plus envie de rouge avec des alcools à 14, 15, 16 degrés, ces extractions comme on cherchait. À l'époque, ça avait son temps. Et là, on veut de la finesse, de l'élégance. Donc pour moi, c'est vraiment un cépage d'avenir, bien sûr. Oui, oui. Merci Thierry. Compris. Et à la table, pour nous, Québécois, c'est un vin idéal parce que vous savez, on mange. Quand je suis revenue au Québec, j'étais donc contente d'aller au restaurant puis pouvoir trouver toutes les. On va servir le cœur, on va servir le foie, on mange tout hein, au Québec. Donc, tout ce qu'on pense, lorsqu'on pense au foie, on pense les cœurs de canard, les cœurs de caille, peu importe. Donc, ça, c'est absolument magnifique. Évidemment, le poulet, on peut penser à la pintade, on peut penser aussi au poisson, hein, le thon grillé, le saumon grillé. Donc, wow, on peut faire vraiment et de bien communiquer la température de service. Il faut le servir frais. Ça, c'est hyper important parce que si on sert trop chaud, bien, on perd toute sa finesse, sa délicatesse. Oui, mais pas sorti du réfrigérateur comme on le trouve encore en Alsace. Hein. Non, vous faites ça? Oui, souvent le Pinot Noir, il est dans le réfrigérateur juste à côté de la bouteille de Riesling. Ça, c'est un peu dommage. Non. Nous, les sommeliers au Québec et les gens sont... on a profité quand même. Merci à vous. Oui. Et l'Alsace aujourd'hui, on le disait en introduction tout à l'heure, hein, on n'est pas figé dans le temps. Oui, on va voir tout à l'heure, on va déguster Trimbach, c'est une famille qui
qui exprime une tradition en quelque sorte, hein, mais à côté de ça, on continue à avoir un dynamisme, puis on a beaucoup de nouvelles générations qui font bouger les choses. Moi, si je pense à des gens comme André Ostertag, je pense à Olivier Mbrecht, des gens, Marcel Dice, des gens qui ont beaucoup à dire, qui ont beaucoup à raconter, qui se questionnent constamment, qui sont l'opposé d'être figés dans le temps. Et là, j'ai mis, parce que on a parlé d'André Ostertag dans les derniers jours, moi et Thierry, parce que c'est un homme qui a justement beaucoup à dire, puis qui questionne tout toujours et qui remet toujours les choses et dit, voilà, quand vous n'avez pas d'histoire, vous avez rien à perdre. Puis quand votre histoire est au quotidien, quand votre histoire, c'est au quotidien, vous l'écrivez. Donc, j'aime beaucoup cette citation de lui. Et je vous dirais qu'on a les deux en Alsace. On a l'histoire, puis on a aussi... et ça, je pense que ça s'exprime dans le bio. Hein. Vous êtes quand même... vous avez beaucoup de... Le bio et la biodynamie est au cœur de beaucoup de producteurs. On le voit par les chiffres. Je ne sais pas, vous retrouvez où en France par rapport aux autres régions? Vous êtes une des régions quand même les plus importantes dans le bio, non? On a l'antériorité parce qu'on a commencé ça il y a à peu près 60 ans. C'est ça. Après, il y a des régions, tout dépend si tu parles en surface ou en pourcentage, si tu veux. Il y a une région qui est bien développée, c'est la Provence. Oui. Une autre qui est devant, je pense que ça va être la première en termes de pourcentage. Le Jura également, et on doit être troisième. Après, si tu parles en surface, c'est sûr que le Languedoc-Roussillon, je crois qu'il y a 300 000 hectares. Oui, mais en plus étendu. Ouais, voilà, donc ça va très vite si tu veux. Oui. C'est plus aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a plus d'entreprises en biodynamique en Allemagne, si tu veux. Voilà, on compare une petite région de 15 000 ou 16 000 hectares à des pays, si tu veux. Et c'est ça ce qui est important. Et c'est vraiment une tendance de fond. Et je pense que là, on est à peu près à 20, 21%, 25% mais on est au-delà, si tu veux. Parce qu'il y a des gens qui travaillent en biodynamique. Mais voilà. Et c'est vraiment une tendance de fond en Alsace. C'est une manière de vivre. On peut pas, voilà, on va être sûr de pouvoir continuer à produire des vins et respecter notre environnement. C'est pour protéger notre environnement, mais c'est aussi pour se protéger soi-même, hein, et nos consommateurs. Hein, il y a des gens qui disent moi, je veux protéger mes ouvriers, mes salariés. Hein, on en connaît en Alsace. On travaille en biodynamie parce que je veux aussi protéger mes employés. Et c'est bien, c'est top. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que justement, c'est important de le mentionner parce qu'au Québec, surtout, en fait, les consommateurs posent des questions, sont hyper intéressés. Le vin nature, évidemment, hyper important, mais les gens veulent savoir si c'est du bio, si c'est biodynamie. Et l'Alsace, vous avez ça pour vous. Et je trouve que peu importe à qui je parle, des producteurs de l'Alsace, c'est toujours au cœur des conversations, tout le temps. Et pour les sceptiques, hein, j'écoutais une entrevue avec Olivier Mbrecht. Il disait il a l'esprit très scientifique et il racontait que il dit je ne pouvais pas expliquer pourquoi ça fonctionnait, mais j'ai fait le test. J'avais un bout de terre en bio, un bout de terre en biodynamie et il y en avait une que j'avais mis en fait dans la terre, j'avais mis les préparations 500, 501 et l'autre, j'avais pas mis de préparation. Et je me suis rendu compte que les vers de terre, quand j'ai regardé la terre, il y avait beaucoup plus de vers de terre dans la biodynamie que le bio. Et la seule chose qui avait changé, c'était la préparation que j'avais ajoutée. Et donc, il dit, même si je ne peux pas l'expliquer dans ma tête, je le voyais, il y avait un résultat qui était là. Donc, c'est intéressant. Donc, pour les amoureux qui nous écoutent aujourd'hui de la biodynamie, il y a plein d'entrevues avec plein de producteurs en Alsace, mais c'est vraiment au cœur des discussions et je pense que c'est encore là un argument de vente important au Québec parce que les consommateurs sont très conscientisés à ça. On va revoir, je sais que pour plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà, donc on va quand même passer rapidement là-dessus. Vous avez pris des cours, donc juste un petit rappel de la hiérarchie. Alsace, hein, les AOC, on va avoir Alsace AOC qui est 70% de la production, Crémant 27% et les grands crus. Ici, on a là, la petite pyramide. Ça, c'est nouveau depuis 2011, où est-ce qu'on a communal et lieu-dit. Donc, ça fait partie
partie de l'Alsace AOC, mais on a 13 communes. Si on fait partie de cette commune, on a le droit de la mettre sur l'étiquette, le nom de cette commune, et le cahier des charges est plus strict. Plus on monte dans la pyramide, plus le cahier des charges est strict, plus les rendements sont petits. Et donc, on doit se soumettre à ces lois, à ce cahier des charges, dans le but, justement, en plus qu'on met des règles en place pour réduire les rendements et qu'on a un lieu dit ou un grand cru, évidemment, on va avoir dans le verre l'expression d'un site. Donc là, on n'est pas sur l'expression d'un cépage. Oui, on a le cépage, mais plus on monte dans la pyramide, plus dans le verre, on retrouve l'expression d'une parcelle, d'un endroit particulier. Donc ça, encore là, la plupart d'entre vous, vous le savez, vous avez pris des cours. L'Alsace créée en 1962, donc c'est intéressant parce qu'il faut se rappeler qu'en France, la plupart des endroits, c'était beaucoup plus tôt. Hein. On pense à Châteauneuf-du-Pape en 1934. Donc, l'Alsace, dans son décret, est venue beaucoup, beaucoup plus tard. On regardait tout à l'heure, on a commencé à parler de Grand Cru en 1975. Donc, c'est arrivé plus tard. Et la flûte, si vous vous demandez, c'est obligatoire. Donc, les gens doivent mettre ces vins dans la flûte. Je ne sais pas si vous allez changer ça un jour, Thierry, ou pas. T'as une autre question? Si tu veux, c'est un sujet un peu particulier parce que c'est cette bouteille, cette flûte du Rhin qui est très élancée, qui fait partie de notre identité. Et si tu veux, sur le marché national en France, elle contribue à notre identité. Quand tu rentres dans un restaurant et que tu vois cette bouteille élancée, tu dis c'est de l'Alsace, quoi, tu le sais. À l'étranger, c'est plus difficile parce qu'on nous confond souvent avec nos voisins allemands. Et on nous dit, là-bas, non, on ne veut pas parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des vins sucrés. Non, Alsace, Riesling sec, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà. Mais on a eu un moment, il y a des discussions pour utiliser. On ne veut pas utiliser la bouteille bordelaise parce qu'elle n'est pas valorisante. Ce serait plutôt une bouteille bourguignonne. Plus que bordelaise. Voilà, il y a des débats. Et en même temps, si tu veux, la flûte du Rhin est vraiment en géométrie variable. Il y en a qui sont assez trapus, ce qu'on appelle la bourgeoise. Tu as la flûte type Trimbach qui est verte, classique, etc. Donc voilà, il y a des bouteilles blanches aussi pour des pinots noirs. Donc il y a quoi trouver en Alsace déjà. Désolée pour la question. On va continuer. Pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'on est un petit peu en retard, il est presque 11 heures. On va dépasser un peu. On a commencé un peu plus tard, donc si vous manquez la fin, vous allez pouvoir l'écouter plus tard, mais on avance. Donc, restez avec nous. Vous pouvez, donc ça, c'est les 13 dénominations communales qu'on a le droit d'ajouter à côté de Alsace AOC depuis 2011. Donc, on en voit ici dans notre marché. Et beaucoup de lieux-dits. Vous êtes à combien de lieux-dits en tout aujourd'hui, Thierry? 200? 300. 600 lieux-dits. 600 lieux-dits? Oui, on a 600 lieux-dits qui sont cadastrés. Mais qui ont le droit de mettre sur l'étiquette? Oui. Après, on n'a pas de liste. On nous demande souvent une liste de lieux-dits et on ne l'a pas. Okay. Par contre, il y a le cadastre, donc qui est le registre, si tu veux, de toutes les parcelles qui sont répertoriées. Et on a 600 lieux-dits qui peuvent prétendre à cette dénomination complémentaire lieu-dit. Mais ça représente une toute petite partie. Voilà. Mais je pose la question, Thierry, parce que pour ceux qui sont ici, c'est pour vous rappeler encore là que l'Alsace, on ne peut pas dire c'est Riesling, Gewürztraminer, Pinot Blanc. Hein? On a parlé de géologie. Là, on vous démontre à quel point il y a des lieux-dits. Alors, pourquoi fait-on nos devoirs avec la Bourgogne de connaître ces parcelles, puis on ne le fait pas autant en Alsace? On se doit de poser des questions, de communiquer et d'exprimer justement cette diversité qui, pour moi, va bien au-delà des cépages. Et pour les Alsace, pour les grands crus, on en a 51. Et il y a 4 cépages qui sont autorisés, sauf exception. On va vous montrer les exceptions qui sont ici. Donc, il y a 3 particularités. Une des particularités qui a été, entre autres, je crois, qui a été demandée surtout par Mercedes au début, en 2005, par le Altenberg, non, je crois. C'est Mercedes qui avait demandé parce qu'il y avait un vin qui était très, très reconnu, qui était sous l'appellation Grand Cru, mais qui était un assemblage. Donc, on lui a donné le droit de continuer à faire son Grand Cru en assemblage.
heureusement parce que c'est un très, très grand vin. Donc, on a quelques exceptions que vous voyez ici à l'écran qui permettent d'autres cépages parfois, comme ici, vous voyez ici hein, que ce grand cru est très, très connu pour le sylvaner. Magnifique. Et ces deux ici on va permettre aussi un assemblage. C'est de l'assemblage ou de la complantation même. Hein. C'est-à-dire, tu as toutes les. Par exemple, pour l'Altenberg de Bergheim, chez Jean-Michel, c'est de la Dice, c'est de la. Tous les raisins sont plantés dans la même parcelle. Hein. Oui, puis ils vinifient en même temps, non? Ah ben, tout est récolté en même temps, bien sûr. Exactement. Ouais. Retournez à ça souvent. Quand vous avez un vin devant vous, j'adore cette slide ici. On voit là, vraiment, je vous disais tout à l'heure, on parle pas de cépage ici, on parle de l'expression hein, qu'on retrouve dans le verre. Donc ça, c'est encore là très, très intéressant. On voit où est-ce qu'on arrive plus sur l'argile. Généralement, c'est presque tannique, mais pour moi, c'est aussi plus ample, aussi sur le volcanique, alors que lorsqu'on arrive sur du granitique, on a une charpente, une figure complètement différente. Donc ça, c'est très intéressant de faire l'exercice. Moi, j'aime beaucoup déguster avant d'aller voir où est le terroir. Après ça, je vais chercher le terroir en essayant de trouver. Donc ça, c'est un bel exercice à faire. J'ai mis ça ici pour vous rappeler qu'il y a des cartes interactives magnifiques sur le site des vins de l'Alsace. Allez-y. Vous pouvez vous promener, aller voir et comprendre toute l'exposition. C'est impressionnant. On a l'impression d'y être. Donc, allez vous amuser. Il y a des heures de bonheur pour voir tous les sites, les grands crus de la région. Crémant d'Alsace. Pour les amoureux de bulles, quel rapport qualité-prix? Incroyable. Donc, vraiment, là, on retrouve méthode traditionnelle, donc la même méthode hein, qu'on utilise pour la méthode en Champagne. Donc, méthode traditionnelle, minimum de 9 mois sur latte, mais les producteurs souvent vont faire beaucoup plus. On va voir le Barmès Boucher aujourd'hui qui a 18 mois sur latte. Donc, une deuxième fermentation, un temps sur latte et plusieurs cépages autorisés. Lorsqu'il est rosé, on va être en pinot noir. Mais pour les blancs, on a les cépages que vous voyez. Souvent, le pinot blanc et le pinot auxerrois vont faire la base des vins. On met à chaque présentation que je fais, je vous mets les chiffres de la SAQ pour vous montrer un peu on en est où à l'export en général au Canada, puis après à la SAQ. Donc, vous voyez que quand même, le Canada, on est important pour l'export. Hein? Pour l'Alsace, on est un pays qui est important, mais il y a encore de la place à l'amélioration. Ici, on voit les créments. Donc, je vous mets ici, je voulais montrer ça parce qu'on a parlé des milléniaux dans les dernières semaines. On disait que les milléniaux, qui représentent quand même 42% des consommateurs, adorent les bulles, adorent les bulles. Alors, allons les diriger vers... on n'a pas besoin de parler de d'autres types de bulles qui sont populaires en ce moment, mais les créments, pour moi, j'en bois régulièrement parce que j'adore les champagnes, mais j'ai pas les moyens de m'en payer tous les jours. Alors que les créments, wow! Les créments d'Alsace, ça me donne cette satisfaction, une complexité, mais un rapport qualité-prix extraordinaire. Donc, vraiment, je crois qu'il y a du travail à faire ici en tant qu'agent. On peut aller pousser les créments un peu plus. Et pour vous situer un peu, pour ceux qui voulaient voir les chiffres à la SAQ, donc, on voit, ça c'est de 2000, on voit ici hein, la valeur en dollars entre 2019 et 2020. Donc, ça vous donne un peu là, le topo. Encore là, moi, je pense qu'on peut monter toutes les catégories, mais surtout les créments, je crois qu'il y a du travail à faire parce que les bulles qui sont de plus en plus populaires, essayons de partager ces vins qui sont absolument magnifiques. Alors, on va faire la dégustation en terminant. On a 4 vins. Thierry, qui habite, qui connaît beaucoup ces gens, va se joindre à moi pour un peu commenter sur ces vins. On ne prendra pas encore beaucoup de votre temps. Si vous pouvez peut-être étirer encore un autre, peut-être 6-7 minutes. On commence avec des bulles. C'est important d'avoir un crémant pour plein de raisons. Une famille, un domaine familial, Barmès Boucher que j'adore, qui sont en biodynamie, des fous de la terre, des fous
j'adore leur philosophie, leur travail. On voit aussi leur vin qui réussit très, très bien ici dans le marché. Là, on a leur bulle, mais on retrouve leur vin aussi. Thierry, tu peux nous partager un peu, je pourrais dire plein de choses, mais tu les connais bien. Donc, je pense que c'est important que tu dises quelques petites choses sur ce domaine. Ouais, je suis en train de me servir leur crément, là, crément de brut nature 2017. Alors, c'est une Vous famille. pouvez allumer votre micro, hein? Je crois qu'il y en a qui ont peut-être des vins, là, si vous pouvez allumer votre micro. C'est une famille que je connais depuis pas mal de temps. Je suis alsacien, j'ai toujours travaillé en Alsace. Et c'est vrai que c'est des gens que j'apprécie particulièrement. On va commencer peut-être juste par une petite note un peu triste, on va dire. C'est un domaine familial qui était géré par François le papa et Geneviève. Et il y avait deux enfants. Il y avait Maxime et Sophie la fille. Et de mémoire, c'était en 2011. Ouais. C'était en 2011, je crois, juste avant les Oui, vendanges. c'est en 2011. Et François était un fou de vélo et malheureusement, il s'est fait renverser par une voiture et il est décédé, paix à son âme. Et c'est sa femme, donc Geneviève, et puis les deux enfants qui ont dû reprendre le domaine du jour au lendemain. Et voilà, ils ont dit, ça a été une mise un pied à l'étrier un peu dramatique, un peu soudain et rapide. Et je veux dire que ça fait partie des domaines qui s'en sortent extrêmement bien. Alors au-delà de ça, je suis allé, quand j'ai su qu'on allait présenter ce vin, je suis allé chez eux pour chercher une bouteille et je suis tombé sur Geneviève, la maman. Sophie n'était pas là, Sophie est un vrai rayon de soleil, pétillante, pétulante et tout ce qu'on veut. Et elle attend, comme on dit, un heureux événement pour le mois de septembre. Donc elle n'était pas là, mais je l'ai eu au téléphone et j'ai vu Geneviève. Et c'est des gens, quand on arrive chez eux, on a du mal à repartir. C'est aussi bête que ça. Voilà, c'est l'accueil. Et c'est vraiment un très bel exemple de cet accueil que l'on a en Alsace. Vous pouvez aller n'importe où, vous serez reçu à bras ouverts. Ce n'est pas le cas de partout en France, malheureusement, mais en Alsace, voilà. Alors, c'est un domaine familial qui travaille en biodynamie, bien sûr, parce que c'est une philosophie pour eux. Ils ne peuvent pas travailler autrement. Et ils nous présentent, et on va déguster ce crément. Donc, ils sont situés à Wettolsheim, juste au sud de Colmar. Et on va déguster ce crément. Je te laisse commencer à le commenter si tu veux. Ben, en fait, j'ai dégusté hier, puis j'ai dégusté hier soir, et Ouais. je me demandais à l'aveugle, ce que j'aime beaucoup de ce vin-là, c'est qu'il y a une maturité. D'abord, on sent bien la maturité du raisin, mais qui a quand même équilibré par une fraîcheur, par une finesse. Et tu vois, je trouve, ben, on est majoritairement en pinot gris ici, et je trouve qu'il y avait ce côté, puis moi, à l'aveugle, si on me demandait l'assemblage, j'aurais pensé qu'il y aurait un peu de pinot noir. Parce que le pinot gris qui a un côté, pas phénolique, mais presque canneberge, côté fruits rouges, les petits fruits rouges, là, Ouais. je Ouais. trouve qu'on le sent bien, en fait. Mais il y a une finesse et une élégance, c'est un brut zéro, donc il y a pas de, on n'a rien ajouté, hein, il n'y a pas. Non, non, non. Quand ils disent brute nature, c'est que vraiment, ils ont C'est ça. travaillé. Il y a pas de chaptalisation du mou. Exactement, exactement. C'est un Et, raisin. On et peut donc, pas dépasser, excuse-moi, on peut pas dépasser 13 degrés. Hein, tu sais, après la prise de mousse. Hein. oui, Et ça a été récolté entre 12 et 13 degrés. c'est ça. Et Maxime, il dit, moi, je veux respecter mon raisin. Et il vinifie ses vins et puis il conduit ses vignes de crément comme pour les vins tranquilles, en fait. Et donc, il récolte son crément. Normalement, on le récolte, le crément, entre 9 et 10 degrés. Et lui estime c'est son point de vue, qu'à ce niveau-là, on a une acidité qui est peut-être indigeste. Et lui préfère récolter ses raisins entre 12 et 13 degrés. Il va les faire fermenter, sans ajout de sucre, bien sûr. Et à un moment, il va arrêter la fermentation. Il va se tirer, il va passer au froid, peut-être un ajout de SO2 pour bloquer la fermentation. Et après, il redémarre une prise de mousse avec les sucres qui n'auront pas fermenté. Et c'est ça qui est génial. Oui. Avec ce pourcentage alors, on ne va pas parler de terroir, mais les différentes origines font la complexité de ce vin. Tu en as parlé, tu sens des petits fruits rouges, alors qu'il n'y a pas de pinot noir dedans. Mais Oui. il y a un côté beurré, il y a un côté toasté qui revient du pinot noir. C'est un vin qui est au nez, qui est très mûr. C'est un vin qui a une maturité parfaite et pourtant en bouche, qui a une fraîcheur, qui a une élégance qui est top. Exactement. C'est un superbe Oui. équilibre. Moi, j'adore ce type de vin. Moi aussi, j'adore et je voulais juste ajouter là-dessus que c'est toujours la difficulté, hein, les bulles.
on en parle souvent, hein, en Champagne, par exemple, les gens qui ont tendance à vendanger trop tôt alors que c'est pas tout à fait mûr. Et donc, et qu'on compense après pour le sucre, pour équilibrer. Alors, ça, c'est toujours un débat en Champagne. Alors ici, je trouve qu'il y a vraiment, on a une maturité phénolique, on a une maturité, mais on a toujours une fraîcheur. Et il y a 18 mois sur latte, on le sent bien, il y a ce côté brioché là qui vient ajouter une complexité magnifique et aussi vraiment très, très beau. Moi, j'aime cette longueur, j'aime cette amplitude, tu vois. J'aime les bulles avec du gras. Voilà, c'est comme ça. J'aime les bulles avec, ou les vieilles bulles, ou les vins avec du gras. Et là j'ai vraiment un vin plaisir. C'est pas forcément un vin d'apéritif. Non, c'est un vin de gastronomie. C'est un vin de gastronomie quand même. Hein. Tu es sur un, voilà, et il faudrait quelque chose de brioché. Il faudrait, voilà, même une viande blanche, hein. Même Oui, pas du je suis poisson. d'accord. Je suis d'accord. C'est un vin de gastronomie. Sur une volaille, sur du veau. Là, commence à être, on commence à être sur un crément, voilà, vraiment haut de gamme, mais qui reste d'un rapport qualité-prix super intéressant par Oui. rapport à des champagnes. Je voudrais juste faire une petite comparaison par la Champagne, même si la méthode d'élaboration est la même. Et si maintenant on a été intégré à la grande région Grand Est, on est dans la même grande région en France, on ne veut pas rentrer en compétition avec les champagnes. Champagne, c'est Non. champagne. Crément, Oui, c'est oui, crément. Voilà. Mais là, en dégustation à l'aveugle, on pourrait se tromper. je suis Voilà. d'accord. Je suis d'accord. Bon, très, 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 très beau crément, bien Merci équilibré. Audrey. Et Audrey nous a dit qu'elle adore le crément. Donc, on a un petit commentaire de Audrey là, qui déguste. Santé Audrey. Alors, Je suis c'est vraiment désolée, on prend un peu plus de votre temps cette semaine, mais il y a Thierry qui est là, donc je trouve que c'est intéressant. On est chanceux, donc il faut aller tirer toute l'information. ouais, Thierry, ouais, mais utilisez-moi, voilà, on va avancer juste parce que je ne veux pas les garder encore ouais, bien sûr, trop bien sûr. longtemps. Ils sont Allez, déjà très généreux d'être ici. allez. J'adore qu'on passe en fait de Barnes-Boucher à Trimbach parce qu'on a un domaine qui est plus jeune, à un domaine qui est très historique, hein, qui remonte quand même on a 4 siècles derrière nous, on a 12 générations. Et pour moi, pour moi, Trimbach, j'ai une place dans mon cœur parce que pour moi, il y a quand même ce côté, ça me ramène aux premiers amours de l'Alsace que j'ai connus. Hein, évidemment, le Clos Sainte-Une qui était, je sais que c'est une parcelle, un lieu dit dans un grand cru, mais qui était pour moi une découverte incroyable qui m'a fait tomber en amour avec l'Alsace. Et on est plus là sur le côté austère de l'Alsace, plus fermé, plus austère. Et chaque année, Trimbach, de génération en génération, ont gardé ce côté austère. Et là, je te vois sourire, je sais que tu as quelque chose Ouais. à dire. Ouais. Alors, on a choisi les vins ensemble hein, avec Michel, pour ce qui était disponible au niveau de la SAQ, hein, que vous puissiez les trouver assez facilement. Voilà, et pour que vous puissiez participer à la dégustation ou déguster plus tard si vous voulez redéguster un peu plus tard. Mais alors, on a choisi ce Trimbach. Alors, j'aime bien la présentation de Michel qui dit ouais, austère, etc., etc. D'abord, le Riesling, on est d'abord sur une très grande maison. C'est un vin d'une très grande maison, Trimbach, je crois qu'il exporte 85% de sa production. Il faut savoir que 75% des vins, 75% des vins d'Alsace sont vendus en France. Eux, ils exportent 85% de leur production. C'est énorme. Donc, ils voyagent tout le temps. Donc, maison mondialement connue. Pour moi, ça fait partie des très grands producteurs de Riesling, mais plutôt sur des terroirs assez profonds de marne, de calcaire autour de Ribeauvillé, même si maintenant ils se sont lancés dans des grands crus d'ailleurs. J'ai dégusté le week-end dernier un grand cru Schlossberg de chez eux, qui était magnifique. Donc sur du granit, un peu différent. Mais ce côté austérité dont tu as parlé m'a fait sourire tout simplement parce qu'on est sur un vin de protestant. Quand je dis un vin de protestant, c'est voilà, pour moi, il y a des vins de catholiques en Alsace et des vins de protestants. Et c'est pas un joke, hein, c'est vraiment quelque chose de réel. Les vins de catholiques vont être des vins, peut-être des vins plus ouverts, des vins peut-être plus généreux dans leur structure aussi, plus riches parfois, mais d'un point de vue alcool, d'un point de vue exubérance, d'un point de vue aromatique. Je ne parle pas de sucre, hein, mais voilà. Les vins de protestants sont des vins plus fermés, des vins plus voilà, entre eux. Et Trimbach, ce sont des protestants.
Alors, il m'arrive de leur dire, je connais très bien la famille Trimbach, Pierre-Hyde, Jean, son frère Anne, maintenant qui voyage beaucoup, que j'ai eu au téléphone pour préparer aussi cette dégustation. Parfois, je dis, je parle de vos vins comme étant des vins de protestants. Ah, ils me disent, ah non, Thierry, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Si, en fait, il faut le dire. Oui, tu as raison, il faut le dire. Mais c'est vrai voilà, on a ce type de vin sec, droit, mais c'est des vins qui appellent un repas. Avec on a ce côté très longéline, ce côté très droit, ces notes de fleurs blanches, ces notes non pas de pétrole mais de minéralité qui viennent derrière, etc., etc. Et là, ça appelle des poissons, ça appelle surtout des poissons, des coquillages. Là, sur ce type de vin, poissons et coquillages essentiellement. Des vins qu'il faut attendre. On est sur un millésime 2016, c'est encore très jeune. Il faut savoir l'attendre et qui va développer ces notes minérales et non pas de pétrole, bien entendu. Voilà. Je pourrais en parler des heures du Riesling parce que pour moi, c'est le cépage qui permet d'élaborer les plus grands vins blancs du monde. Et je ne suis pas chauvin, mais juste un petit peu. Mais voilà, on a cette dimension gastronomique dans ces vins-là, avec cette droiture, ce côté très citronné, fleurs blanches. Mais voilà, j'arrête parce que je vais le déguster. Désolée Thierry, j'ai manqué un bout parce que moi, ma connexion a complètement arrêté, donc je vous ai tous perdus pendant que tu parlais, j'ai rien entendu. Oui, J'ai de revenir, la connexion est arrêtée et repartie. J'ai vu que tu étais parti, Michel. Je me suis dit, ça y est, elle veut plus. Désolée. Non, mais je t'en prie. Non, je disais que c'était un très grand vin. Je parlais du côté protestant, du côté catholique. Oui, je voulais que tu en parles, c'est super. Oui. Trimbach, Hugel, des protestants. Umbrecht, Weinbach, catholique. Alberman, catholique. Ouais. Vous avez, voilà, pour vous donner une idée. Oui, mais j'aime beaucoup ça, que tu l'aies mentionné, c'est super. On avance. Gewürztraminer. On a une cave coopérative. Oui, qui est un peu connue qui est très connue au Québec, au Canada, qui travaille très, très bien. Moi, quand j'enseigne et je veux montrer un Gewürztraminer classique, souvent, je vais servir ce vin parce que c'est toujours une référence, toujours qualitatif. J'aimerais que tu me parles, au-delà du vin, Thierry, peut-être l'importance des caves coopératives en Alsace, parce qu'on a vu là, qu'il y avait quand même beaucoup de viticulteurs par rapport au nombre de producteurs. Donc, est-ce que tu pourrais parler un peu de l'importance des caves coopératives? D'accord. Alors, les caves coopératives actuellement représentent, bon an, mal an, si tu veux. Alors, il y a 3 familles professionnelles en Alsace. Il y a les vignerons indépendants, les caves coopératives et les négociants. Les vignerons indépendants, c'est ceux qui travaillent avec leur propre récolte, type Olivier Umbrecht. Voilà. Ils représentent à peu près 20% de la production. Ensuite, tu as des négociants, type Trimbach, Hugel, donc des gens qui ont leur propre vigne, mais qui ont aussi le droit d'acheter du raisin à d'autres. Et ils vont le mettre en bouteille avec leur propre nom. Et les négociants représentent grosso modo 37-38% de la production. Et ensuite, tu as les caves coopératives. Tu en as 16, parce que tu as eu des associations de caves coopératives, qui représentent 42% de la production. Donc, les caves coopératives ont été créées la plupart après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a beaucoup de villages qui ont été détruits ou de villes qui ont été détruites en Alsace en 1945, pendant ce qu'on appelle la bataille de la Poche de Colmar. Et donc, il y a des maisons qui ont été détruites. Un village comme Beblenheim ou Benvir a été complètement rasé. Et donc, au lieu de reconstruire des caves personnelles, si tu veux, ils se sont associés en disant « toi et le ciel t'aidera ». Et ils ont créé une cave coopérative. Donc, tu as une vertu sociale pour la cave coopérative. Donc, Pfaffenheim, tu as des caves coopératives à Pfaffenheim, à Turkheim. La plus ancienne de France, d'ailleurs, est en Alsace, et c'est la cave de Ribeauvillé, qui a fêté son 125e anniversaire. La plus grosse, il y a Volberger, où j'en ai parlé, Bestheim, etc. Donc, c'est une association de producteurs qui livrent leurs raisins à la cave coopérative. Là, on a l'exemple de Pfaffenheim, avec les cuves derrière. Mais alors, on parlait de vignobles à taille humaine, dans les caves coopératives aussi, parce que je prends l'exemple sur la photo en bas à droite que je t'avais donné. Alors à gauche, c'est Frédéric Reynaud qui est le directeur, et à droite, c'est l'ancien chef de cave, Michel Cuny. Et maintenant, c'est son fils, c'est Jean-François Cuny qui est aux commandes. Et Michel et Jean-François ont un feeling avec les producteurs. Et ils arrivent à dire, même s'ils ont beaucoup d'apporteurs de raisins, ils arrivent à vinifier les vins séparément. On va avoir des cuvées ensemble,
mais on arrive aussi à avoir des cuvées parcellaires. Et c'est ça, ce côté humain, si tu veux. Voilà. Cave coopérative, c'est peut-être une association de producteurs, mais on garde quand même la dimension humaine. Et il y a une dimension sociale, il y a une vertu sociale aux caves coopératives qu'il ne faut surtout pas négliger. Mais c'est ce que je voulais que tu dises, parce que souvent, on a tendance à négliger l'importance des caves coopératives et ils ont leur place. Et moi, cette cave coopérative, je la suis depuis très, très longtemps et vraiment, ils travaillent super bien. Leur pinot gris en grand cru, c'est un classique. Ouais. Ils travaillent très, très bien. Donc, Et ça, c'est classique. Là, on goûte vraiment un Gewürztraminer d'entrée de gamme qui est classique. Oui, oui. Qui nous donne tout ce qu'on veut qu'il nous donne pour ce prix, vraiment. C'est top, c'est net, c'est propre, c'est représentatif, c'est clean, c'est tout ce que Absolument. tu veux. Et voilà, moi, ça me va très bien, un Gewürztraminer. Voilà, si tu veux avoir un Gewürztraminer, tu prends cette cuvée Bacchus, tu as l'archétype du Gewürztraminer. Oui, absolument. Bien fait, avec les amers qui vont bien en fin de bouche pour créer l'équilibre. Tu as une pointe de sucre résiduel, mais ça, c'est normal. Mais voilà, on est sur un Gewürztraminer un peu plus classique. Alors, je reviens juste d'un point de vue dégustation. C'est un vin, on l'apprécie pas le Gewürz, mais il y a toujours ce côté exubérant. Là, tu as des notes de litchi, de rose, de fleurs blanches. Gewürz signifie épicé. Hein, Gewürztraminer, c'est un traminer épicé. Il faut savoir que les épices type menthe poivrée, cannelle, cloves, je connais le nom en anglais, pas en français. Les clous de girofle. Merci. Tu auras ces notes épicées vraiment sur des millésimes très chauds, hein, type 2015, type 2009, 2003. On avait beaucoup d'épices. Mais la plupart du temps, on va avoir des notes de fruits tropicaux et de roses. Et dans l'évolution, tu vas aller sur des notes de rose fané, de notes, ce qu'on appelle de notes de pot-pourri aussi, si tu veux. Hein. Alors là, c'est toujours un vin qui est très exubérant au niveau du nez. Qui est très enveloppant aussi. Hein. C'est vraiment très riche, très enveloppant. Et j'aime beaucoup que tu soulignes l'amertume parce que l'acidité du Gewürztraminer est toujours plus faible, mais cette amertume compense pour cette acidité, en fait. Donc, on a comme l'impression que l'acidité est plus élevée qu'elle parce que, justement, l'amertume vient nous donner… Je sais pas non, je crois pas qu'il m'avait donné les analyses, mais c'est pas grave. On doit être pas loin une quinzaine de grammes de sucre résiduel, mais en fait, tu les sens pas tout simplement parce que tu n'as pas forcément l'acidité, mais tu as ces amers de fin de bouche. Ouais, on le sent bien. Tu as une maturité du raisin, mais tu as ces amers de fin de bouche qui te créent l'équilibre. Sur le Riesling, sur le Pinot Gris, c'est un équilibre entre l'acidité et l'alcool, voilà, qui va se faire. Mais là, tu as les amers qui viennent pour éviter que le vin tombe en fin de bouche. Et ce vin ne tombe pas. Hein, non, mais quel rapport qualité-prix? Voilà, il n'est pas très long, mais il ne tombe pas. Et tu parlais tout à l'heure de cuisine chinoise. Juste un petit truc, le canard laqué avec un Pinot Gris. Essaye avec un Pinot Gris. Mais je vais essayer les deux. Ah, et tu préfères le Gewürz? Ben, moi, je préfère le Pinot Gris, donc tu ne me poses pas la bonne question, mais je préfère le Pinot Gris, mais le canard laqué, j'adore le Pinot Gris. Et le Riesling aussi. Et alors voilà, c'est un Gewürztraminer classique. On n'est pas sur des durées de conservation très longues sur le Gewürz, parce qu'on n'a pas ce qui permet à un vin d'évoluer, c'est quand même son acidité. Et là, sur les Gewürztraminer, on est sur des consommations, je dirais, un peu plus rapides. Ouais. Une Alsace un peu plus rapide. Voilà, mais c'est pas grave, chaque année on en produit. Donc faites-vous plaisir avec cette cuvée Bacchus. Et par contre, si vous avez des vins, des Gewürztraminer qui sont de grands crus, je pense au Goldert, au Steinert, qui sont juste à côté de la cave de Pfaffenheim, des terrains calcaires, qui peuvent être un peu plus généreux parce qu'on est sur des rendements plus faibles, oubliez-les en cave. Vous les laissez en cave. Vous les achetez, vous les oubliez en cave. Le vin va manger son sucre. Voilà, il va le digérer et le sucre qu'il y aura dans le vin, qui est un sucre naturel pour les grands crus parce qu'il n'y a pas de chaptalisation, pour le côté sucre résiduel, c'est un peu comme les tanins d'un vin rouge. Voilà, ils vont se fondre avec le temps et vous allez déguster le vin dans 5 ou 10 ans, vous allez vous dire mais c'est pas possible, on ne ressent pas. On ne ressent pas le sucre. Donc, pensez à conserver des vins d'Alsace parce que vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec des Alsaces qui ont quelques années de bouteille, et notamment le Gewürz. Thierry, on va y aller rapidement avec le dernier parce qu'on a quand même dépassé d'une demi-heure. Non, mais c'est ta faute, c'est pas la mienne. C'est la combinaison des deux, je crois. Je taquine.
On termine sur un domaine familial aussi, Oui. qui est aussi en biodynamique, qui sont certifiés, qui travaillent sur quand même des petits rendements. On a en fait du pinot noir qui est sur ce fameux sol qu'on compare souvent un peu au sol Chablis qu'on retrouve à Chablis. Là, je veux le Mouchelcal. Je Oh, me prononce la très bien. prononciation. Le Mouchelcal, en fait, qui est un sol calcaire qui ressemble beaucoup au sol qu'on retrouve à Chablis, sur lequel le pinot noir s'épanouit et donne cette finesse, cette élégance qu'on recherche du pinot noir. Ici, on a 90% de vendange entière. Ouais. Donc, Et donc, 95%, pardon. Puis c'est quand même, c'est un domaine familial qui remonte au 18e siècle, mais Étienne, le propriétaire actuel, c'est quand même seulement depuis 1996. Donc quand même, 96, ouais. ouais, Alors, c'est quand même une nouvelle génération. on a l'habitude de dire que c'est un nouveau producteur, mais ça fait quand même depuis 96 qu'il est là, ce qui Oui, fait quand même, ce ouais, qui fait quand même 24 ans. Donc, ouais, ouais. on va approcher le quart de siècle. Non, Étienne et sa femme Caroline et ses filles travaillent en biodynamie. Ce sont des gens, encore une fois, extrêmement attachants, extrêmement sympathiques. Pour vous dire, l'autre soir, il m'a envoyé, je lui avais demandé un renseignement sur le vin. Il m'a répondu, j'étais devant mon ordinateur, il m'a répondu à 21h25. J'étais devant mon ordinateur, je reçois un mail de lui, un courriel de lui, et je l'appelle sur son mobile. Et je dis, écoute, si tu m'envoies un mail à 21h25, j'ai le droit de t'appeler à 21h30. Et on a papoté pendant une heure. Voilà, sur le vin et sur la vie, sur plein de choses. Voilà. Alors, juste une petite chose. Alors, on est vraiment sur un pinot noir. Voilà. On est sur un pinot noir voilà, de cette nouvelle génération, comme tu disais tout à l'heure, avec ses notes de fruits rouges, ces points de cerise noire, de kirsch. Alors, c'est un vin qui n'a pas fait de macération à froid, hein. Il ensemence avec des levures naturelles, Ouais. un levain, si tu veux. Il va prendre un seau dans un fût qui fermente déjà et il va le verser dedans. Et c'est un vin qui part en fermentation tout de suite. Il n'y a pas de macération à froid. Là, c'est resté 15 jours en macération et puis ensuite avec le pressurage. Donc, il a fait plusieurs remontages. Et pour information, il le met en nature parce qu'il n'a pas été filtré. Et c'est vrai qu'il y a cette tendance sur les pinots noirs actuellement de moins les filtrer. Donc, tu n'as pas forcément un vin qui sera hyper translucide. Tu parlais tout à l'heure, et tu as tout à fait raison, de parler parfois de pointe de réduction. Et sur le pinot noir, souvent, tu as ces notes foxées de pointe réduite. Et c'est pour ça que celui-ci, pour être franc avec vous, je l'ai carafé 1 heure avant de le servir. Ouais. Voilà. Et moi, je l'ai mis dans mon verre ce matin à 8 heures. Et là, il Je commence à l'ai mis en s'ouvrir. carafe parce que voilà, pour Donc, l'aérer. il y a de la réduction. Est-ce qu'il y en a qui l'ont avec eux? Je sais qu'il y en a qui ont acheté des bouteilles. Je ne sais pas si Audrey est encore là. Je ne sais pas si. Je sais qu'il y en avait il y en a qui en ont acheté, là. Il y en a qui s'en vont parce qu'on on a dépassé, mais. Je suis désolé pour eux, mais voilà, c'est. euh, Alors après, c'est vraiment un vin on est vraiment sur me dire que c'est un pinot noir d'Alsace en dégustation à l'aveugle, j'aurais un peu de mal parce qu'on a des tanins qui sont présents. On a une acidité quand même qui est due au Muschelkalk. C'est un vin qui est très droit. Le bois, tu le sens absolument pas. Il y a pas de, il m'a dit qu'il y a 1 gramme. Il a mis 1 gramme de SO2 à la mise en bouteille, c'est tout. ouais. Donc, c'est pas vinifié dans le style nature, si tu veux, sans rien, mais on reste sur un vin qui est super bien équilibré sur sa droiture, sur sa finesse. C'est un très bel exemple de concentration dans l'élégance. Voilà. Ouais. Et avec ces notes de fruits rouges, un peu jeune, je dois dire, je le garderai encore. Et pour être honnête, il me semble qu'au niveau de la SAQ, vous allez passer sur un millésime suivant, sur le 2019, que j'ai dégusté également, parce qu'il m'a dit, je ne sais pas si ça va être le 2018 ou 2019, donc je t'ai mis les 2 bouteilles. 2019, il faudra encore l'attendre. Hein, c'est encore vraiment jeune. Là, faudra l'attendre. On peut le déguster, mais c'est un peu jeune sur des fruits rouges, des viandes rouges, du petit gibier, etc. Voilà, une côte de bœuf saignante. Voilà, c'est sur le barbecue, c'est topissime. Mais voilà. C'est magnifique. Moi, je pense au gibier, je pense à plein de choses quand je goûte à ce vin-là. Puis, frais, là, moi, je l'ai servi frais. C'est absolument magnifique. Alors lui, par contre, il est plutôt il me disait, c'est plutôt une température de service de 17 degrés, tu vois. Lui, il le Oui, préfère un peu plus oui, oui, chaud. oui. Hein? Ah, ouais.
Bah, moi, je me mettrais peut-être 16 degrés, mais bon. Mais voilà. Mais après, tu as aussi une acidité qui apporte la fraîcheur derrière. Ouais. Voilà. Oui. Mais c'est un bel exemple de renouveau, si tu veux, de Pinot Noir. Oui, absolument. C'est un bel exemple. Et puis, ce style-là au Québec, je sais que c'est un style de vin que les gens apprécient beaucoup au Québec. Et chez nous aussi, je te rassure. Thierry, je vais terminer juste avec quelques points pour les gens qui nous écoutent. On aurait pu parler encore très longtemps. Oui. Catherine va vous envoyer, je vais vous envoyer le PowerPoint. Vous voyez qu'il y a une annexe avec plein d'informations. On aurait pu parler pendant très longtemps. Donc, on vous a mis un PowerPoint avec plein d'informations supplémentaires pour aller chercher de l'information pour vous aider. Et si jamais vous avez des questions, m'écrire. Et le site des vins d'Alsace est vraiment bien fait. Il y a plein d'informations, donc il faut y aller aussi. Je voulais remercier en terminant la 3 Québec de me permettre de donner ces formations chaque semaine. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Désolée d'avoir débordé un peu aujourd'hui. Thierry, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous parce que de pouvoir présenter avec quelqu'un qui habite dans la région, c'est un cadeau. Donc, merci de ta passion, de ton temps. Thierry m'a appelé un soir à 10 heures pour me demander une question, mais j'ai dit, tu travailles encore à 10 heures, donc c'est un passionné et on apprécie énormément. Catherine, je ne sais pas si tu veux faire un mot de la fin. Moi, j'aurais juste une petite chose, si vous permettez, juste un petit truc avant de laisser la parole à Catherine, excuse-moi. D'abord, merci à tout le monde d'avoir participé. Juste, vous recevrez par la suite, et merci à Sopexa pour le travail aussi que vous avez fait, Marion et Audrey, vous allez recevoir une fact sheet. Alors, j'aime pas le terme, mais voilà, c'est deux feuilles, voilà, avec les nouvelles tendances et les bullet points. J'ai horreur de ces mots anglais, mais c'est pas grave. Sur les vins d'Alsace, vous allez recevoir ça assez rapidement, et bien sûr cette présentation PowerPoint. Et puis également, pour vous remercier, vous recevrez aussi des coupons qui pourront être utilisés dans des restaurants sur Québec ou sur Montréal. Ça dépend de votre localisation, ça dépend d'où est-ce que vous êtes, que vous pourrez utiliser soit en service à emporter ou en service en salle. Je ne sais pas si vous... Merci Thierry, merci, merci. Ouais, non, mais ça, c'est aussi pour soutenir aussi la restauration, c'est aussi pour soutenir les agents, parce que c'est important. Vous faites du boulot sur le terrain, on sait que c'est pas toujours facile, donc merci à vous, et voilà, c'est pour entraîner, pour essayer de toutes les chaînes, toute la chaîne, et voilà, naturellement, ce sera utilisé dans des restaurants, bien sûr, qui auront des vins d'Alsace, ça va. Et c'est pour vous aider à passer ce déconfinement et essayer de redémarrer d'un bon pied. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Merci Thierry, merci. Merci Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié notre collaboration et cette formation. Et ton point de vue qui m'éclaire sur beaucoup de choses. Et c'est important peut-être d'avoir quelqu'un d'Alsace, mais aussi d'avoir quelqu'un sur place. Et le vin, c'est un échange, c'est du partage. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui à travers Internet. Et promis, la prochaine fois que je viens à Montréal, on se fait un dîner ou un souper, je ne sais plus comment est-ce que...